Le 18 janvier 2022, le groupement Epiphar a de nouveau sorti une étude sur les vaccins anti-Covid. Cette fois-ci, le groupement s'intéresse à l'évaluation du risque d'infarctus du myocarde, d'accident vasculaire cérébral et d'embolie pulmonaire suite aux différents vaccins anti-Covid-19 chez les adultes de moins de 75 ans en France. Epiphar est un groupement d'intérêt scientifique créé en 2018. Ce groupement prétend apporter une expertise indépendante en épidémiologie des produits de santé. L'indépendance vantée ici concerne les laboratoires pharmaceutiques, mais pas le gouvernement. En effet, Epiphar est gouverné à la fois par l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, dont le scandale du Mediator a révélé le dysfonctionnement, et par la CNAM, la Caisse nationale de l'assurance maladie. Il y a donc un double verrou sur ce groupement. Pour mémoire, Epiphar avait déjà sorti 2 études pour soutenir la vaccination cet été et la disait extrêmement efficace. Nous avons détaillé comment leur choix méthodologique leur permettait de trouver des résultats qui les arrangeaient. Chacun a d'ailleurs pu constater cet hiver à quel point la vaccination s'est avérée efficace. Epiphar essaye maintenant de prouver que les vaccins sont sûrs. Après que son directeur ait répété sur Twitter « les vaccins sont sûrs et efficaces », il s'agit maintenant de prouver. Dans cette vidéo, nous allons voir comment Epiphar fait le tri dans les données et choisit la bonne méthodologie pour trouver le résultat qui arrange le gouvernement. Nous verrons que malgré tous ces petits arrangements, Epiphar met en avant des risques pour certains de ces vaccins. Par son titre, Epiphar tente de nous faire croire que son étude est représentative pour les jeunes. Pourtant, il est clairement écrit que la période d'observation s'arrête au 20 juillet. Or, l'étude suit les événements survenus après la vaccination pendant 3 semaines. Il faut donc être complètement vacciné depuis avant le 30 juin pour apporter des données complètes à l'étude. C'est un problème puisque les jeunes n'ont été poussés à la vaccination qu'à partir de la mise en place du pass sanitaire. D'après Santé publique France, seulement 16% des 18-24 ans, 19% des 25-29 ans et 22% des 30-39 ans avaient reçu leur 2e dose à cette date. Cette étude n'est donc absolument pas représentative de ce qui se passe pour les jeunes. Pour être exact, seuls les plus de 60 ans avaient majoritairement reçu leur 2e dose avant le 20 juillet 2021. Il est extrêmement problématique qu'Epiphar ne mentionne nulle part ce problème de représentativité et laisse croire aux lecteurs que l'étude est représentative pour les jeunes. D'ailleurs, il serait intéressant qu'Epiphar nous explique son choix. Pourquoi avoir arrêté les données au 20 juillet, ce qui exclut de facto les jeunes mais sans le dire? À la fois, les jeunes sont la population pour laquelle le bénéfice ne peut absolument pas être démontré, puisqu'ils ne sont pas du tout concernés par des hausses de mortalité ou des hausses de problèmes d'hospitalisation depuis le début de la crise, mais en plus, les jeunes sportifs sont ceux qui sont le plus soumis à des risques cardiovasculaires. Il est donc urgent de regarder les conséquences de la vaccination sur nos jeunes en regardant la mortalité toute cause post-injection. L'étude Epiphar a une méthodologie particulière qui ne me permet pas du tout de savoir si la vaccination augmente le risque d'effets indésirables. En effet, Epiphar vérifie uniquement s'il y a un surrisque pendant les 3 semaines qui suivent l'injection. Une méthodologie classique de vérification du risque post-vaccinal serait de comptabiliser tous les événements indésirables, ici les problèmes cardiovasculaires, survenus après la vaccination, et de comparer ce nombre d'événements à ceux observés chez des non-vaccinés ou avant la vaccination. Il convient évidemment de ramener ces événements à de mêmes échelles de population et de temps. Par exemple, une semaine patient. Epiphar réalise un choix particulier en décidant de ne regarder que le surrisque pendant 3 semaines. Autrement dit, tout problème cardiovasculaire survenu après 3 semaines sera comptabilisé dans le groupe témoin. Ainsi, si jamais la vaccination augmente le risque cardiovasculaire à moyen terme, l'étude rend ce problème complètement invisible. Puisqu'une écrasante majorité des personnes âgées de l'étude sont doublement vaccinées, une écrasante majorité des périodes témoins viennent de ces personnes doublement vaccinées au-delà de 3 semaines après leur 2e dose. Nous voulons savoir si le vaccin augmente les risques à court ou moyen terme si nous le pouvons. Il n'y a aucune raison de s'arrêter uniquement sur ce délai de 3 semaines.
Si jamais le nombre d'infarctus augmente de 50% après la vaccination, mais pendant plusieurs mois, cette étude sera absolument incapable de le détecter. Et Epiphar nous laisse un gros indice du fait que des problèmes sont masqués. Les vaccins Pfizer et Moderna présentent en effet des sous-risques post-vaccinaux. Les risques sont inférieurs à 1. Une lecture malhonnête conclura alors que la vaccination apporte une protection contre les embolies, les AVC ou les infarctus. Bien évidemment, ce risque aberrant montre uniquement que les problèmes ont lieu de manière significative en dehors de la plage de contrôle. Autrement dit, après 3 semaines. Ici, avec leur méthodologie, la seule conclusion possible d'Epiphar sera de dire qu'un vacciné a autant de chances de faire un infarctus dans les 3 semaines après la vaccination que plus tard, après la vaccination. Pourquoi Epiphar considère comme période à risque uniquement ces 3 semaines après la vaccination? Il faudrait qu'Epiphar justifie son choix et fasse le calcul complet sur toute la période suivant la vaccination. Epiphar évite encore une fois de regarder les décès de toute cause post-vaccination. Nous avions déjà fait ce constat lorsque Epiphar avait fait ses études pour vanter l'efficacité vaccinale. Nous sommes encore obligés de le redire aujourd'hui pour cette étude. En ne regardant que les accidents cardiovasculaires déclarés à l'hôpital et en écrasante majorité chez des personnes de plus de 60 ans, Epiphar ne regarde pas s'il peut exister un biais de déclaration. Par exemple, il pourrait y avoir des catégories de personnes qui décèdent seules chez elles et donc sans jamais personne puisse savoir qu'elles ont eu un accident cardiovasculaire. Encore une fois, il y aurait pourtant un calcul très simple, facile à mener pour savoir si la vaccination a oui ou non un impact positif sur la santé. Et il faut regarder uniquement les décès toutes causes déclarés à l'état civil. Si jamais la vaccination a un intérêt significatif pour la santé, si jamais il y a une pandémie mondiale qui tue des gens et que la vaccination protège, alors uniquement en regardant les déclarations de décès à l'état civil selon le statut vaccinal, on devrait facilement pouvoir montrer que le taux de survie des personnes vaccinées est largement supérieur au taux de survie des personnes non vaccinées. Pourquoi le ministère s'entête à faire des ratios complexes plutôt que de faire ce calcul tout simple? Y a-t-il quelque chose à masquer? Et pour prouver que la vaccination est parfaitement inoffensive, il suffit de vérifier s'il n'y a bien aucun lien entre la date de vaccination et la date de décès. Pour cela, on calcule le délai entre la date de vaccination et la date de décès de toutes les personnes décédées depuis plus d'1 an, et ça représente en France plusieurs centaines de milliers de personnes. Si la vaccination a une complète innocuité, on devrait voir à peu près le même nombre de décès à J+1, J+2, J+3, J+20 après la vaccination. Ça ne devrait rien changer. Si jamais on voyait une bosse de mortalité entre J+5 et J+15 après la vaccination par exemple, là on se dirait il y a vraiment un problème. Mais alors pourquoi le ministère refuse-t-il de faire ce calcul pourtant tout simple? Y a-t-il aussi quelque chose à cacher là-dessus? Par ailleurs, sur les données, on voit qu'ici Epiphar utilise les données hospitalières, mais sans donner aucune indication sur la qualité des données utilisées. Aucune statistique dessus. On rappelle pourtant que le rapport méthodologique de l'adresse sur les appariements entre la base des personnes testées SIDEP et la base des personnes vaccinées, VAXI, montre jusqu'à 60% de non-appariements pour les femmes âgées. Autrement dit, dans certaines tranches d'âge, un non-vacciné est le plus souvent une personne au statut vaccinal inconnu. Epiphar doit être transparent sur la qualité de ses bases et doit nous dire si son étude permet réellement de distinguer un non-vacciné d'un vacciné au statut vaccinal inconnu. Malgré tous les problèmes méthodologiques que nous venons de voir, l'étude Epiphar ne parvient même pas à masquer les problèmes de surrisque survenus après les vaccinations Janssen et AstraZeneca. On trouve une augmentation significative du risque d'infarctus 2 semaines après l'injection pour les 2 vaccins et une augmentation significative d'embolie pulmonaire 2 semaines après l'injection pour AstraZeneca. Epiphar montre donc que ces vaccins ne sont pas sûrs, ils portent des risques significatifs. Les Français ont bien servi de cobayes. L'État français est pris en flagrant délit de mensonge. La seule défense d'Epiphar est de dire que ces vaccins sont peu utilisés en France. C'est un manque de respect grossier pour les millions de Français qui les ont subis. L'État français doit donc nous dire aujourd'hui si ces vaccins ne seraient pas tout simplement interdits mais de manière non officielle. Et maintenant que leur caractère dangereux est avéré, quelle reconnaissance y aura-t-il pour les familles de victimes? Rappelons en plus que ces vaccins ont été en grand nombre offerts par la France pour alimenter le dispositif COVAX.
N'est-il pas cynique d'alimenter des pays pauvres avec des vaccins que l'on sait risqués? Finalement, cette étude Épiphare pose plus d'interrogations qu'elle n'apporte de réponses. Ça fait 2 fois qu'Épiphare choisit soigneusement sa méthodologie. La première fois, c'était pour surévaluer l'efficacité vaccinale, et cette fois-ci, c'est pour minimiser les dégâts post-injection. Non seulement ils n'ont pas étudié l'impact chez les jeunes, contrairement à ce qu'annonce le titre, mais en plus, ils ont réussi à prouver les dégâts que font les injections des vaccins adénovirus. Quelles preuves supplémentaires faut-il attendre pour prendre des décisions qui auraient déjà dû s'imposer depuis maintenant plusieurs mois?